Aujourd'hui, nous traversons l'Atlantique pour accueillir une femme exceptionnelle, aussi inspirante par son parcours de vie que par les leçons précieuses qu'elle partage avec nous. Je vous promets un épisode riche en émotions, en apprentissage et en réflexion profonde. Sophie Grégoire Trudeau est aujourd'hui une ambassadrice reconnue de la santé mentale. Mais son histoire commence bien avant cela. Adolescente, elle a dû faire face au défi de la boulimie. Elle débute sa carrière dans la communication avant de devenir animatrice de télévision. Puis elle met sa vie professionnelle entre parenthèses pour soutenir l'avenir politique de son mari. En 2015, alors maman de 2 jeunes enfants, elle devient la première dame du Canada, rôle qu'elle occupera jusqu'à l'été dernier. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Sophie Grégoire Trudeau. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Ma mission, encourager chacun à oser enfin écouter sa petite voix et arrêter d'attendre et se dire pourquoi pas moi. Grâce notamment à ce podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce à des programmes pour vous permettre d'être alignés, dont le bilan de compétences nouvelle génération, finançable avec votre CPF. Et un ensemble de ressources gratuites disponibles sur Instagram et sur le site pourquoipasmoi.co. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour vous présenter, s'il vous plaît? C'est difficile de trouver un objet qui nous représente, mais c'est celui que je regarde par intérêt ou par mégarde parce qu'il est devant moi dans ma salle de bain et la lumière l'infiltre toujours. Et c'est une paire de mains en porcelaine qui ont l'air de vouloir tenir le monde au creux de la main. Et ça me fait penser à tenir le cœur auprès de nos mains. Ça me fait penser à notre responsabilité de prendre soin de soi et du monde. Ça me rappelle la tendresse, hein, 2 mains qui tiennent quelque chose. C'est tendre, c'est un geste tendre, c'est un geste de compassion, c'est un geste un peu de guérison aussi, je dirais, de prière, qu'elle soit religieuse ou pas. Un peu de prosternation, de mouvement vers l'intérieur. Dans une vie où on vit tellement rapidement, c'est comme un petit moment de ralenti, de silence. Et ça me rappelle ça, ça me chauffe le cœur. Et il vient d'où cet objet? Il vient habituellement, il y a une pierre au milieu, une améthyste ronde, et c'est drôle parce que j'ai fait une retraite il y a pas longtemps et on devait amener quelques cristaux et un ami à moi a pris le cristaux et je lui ai dit, tu le gardes jusqu'à temps que je te montre les mains. Alors, dans mon livre, Entre nous, il y a une phrase que j'ai écrite qui me rappelle ça, qui dit, personne n'est fait pour être au centre du monde, mais tout le monde devrait porter le monde dans son cœur. C'est une responsabilité que de voir le monde pour qui il est, pour qui nous sommes et d'en prendre soin. Mais à la fin du compte, on prendra jamais soin de quelque chose que l'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal. Et ça, c'est vrai d'une relation, d'une personne ou de notre environnement. Et de soi-même aussi d'ailleurs. Absolument. Avant de nous raconter comment vous avez pu prendre conscience justement de prendre soin du monde, est-ce que vous pouvez nous raconter où est-ce que vous avez grandi? Oui, j'ai grandi dans un petit village dans les Laurentides qui est un endroit plus campagne, quoi, à l'extérieur de Montréal jusqu'à l'âge de 5 ans. Et j'ai grandi dans un environnement où j'étais complètement libre. Mes parents me laissaient jouer à l'extérieur. Je parlais aux animaux, je parlais au vent. Je crois que j'ai développé mes sens d'une manière vraiment très, très à l'affût. J'ai développé une intuition avec Mère Nature. Elle m'accompagnait comme enfant, comme elle accompagne tous les enfants. Mais est-ce que nous, les parents, on leur permet de vivre cette expérience-là? Pour moi, c'est une expérience de liberté, une expérience où on met nos capacités psychologiques et physiques avec le corps à l'épreuve pour savoir si je monte cet arbre et je tombe ou si je m'écorche le genou parce que, bon, je vais aller jouer dans la forêt, mais tout va bien aller et j'ai pas un parent au-dessous de moi qui est toujours en train de dire « Oh mon Dieu, ça va mal, qu'est-ce qui se passe? » Non! Toute cette période d'apprentissage de l'enfant, de petites expériences à petits risques, hein, de s'écorcher un genou, c'est pas grave. Si le cerveau n'a pas appris à assimiler ces expériences-là, arriver à l'âge adulte, et
surtout à l'adolescence, le cerveau n'a pas la résilience, la capacité neurobiologique d'avoir été entraîné pour maintenant être capable de gérer les grands risques, grands coups. Là, c'était petit risque, petit coup, mais à l'âge adulte, c'est plus grand risque, grand coup. Et là, on n'est pas capable d'accepter la défaite, on se décourage au moindre pépin. Donc, il y a vraiment un apprentissage dans le cerveau qui est hyper important quand on grandit pour apprendre à comment se relever quand on tombe, physiquement et mentalement. Et je pense que d'avoir grandi dans la nature avec les parents que j'avais qui étaient assez intrépides, surtout mon papa, m'a appris à développer ça. Alors maintenant, j'ai perdu mon papa il y a quelques mois maintenant et j'entends encore souvent sa voix quand j'hésite. Go soft, t'es capable. Et ensuite, bien, j'ai grandi à la ville. Ensuite, on a déménagé à Montréal. Ma vie a changé. J'ai dû m'intégrer dans une nouvelle école avec des nouvelles amies. J'étais bien entourée, mais j'ai jamais été une fille de grands groupes, de gang, comme on dit. J'aimais avoir quelques amis ici et là dans différents groupes. J'étais assez exclusive en amitié, très sensible, très loyale aussi à mes amis. Et j'ai intégré toute ma vie la tension qui existait entre mes parents, qui étaient très aimants envers moi, mais tout de même, tous les enfants sont capables de capter, hein, au niveau de l'énergie, la tension énergétique qu'il y a entre leurs parents. Et puis, moi, je l'ai capté et j'ai voulu, pour plusieurs raisons, sauver mon père de lui-même, sauver ma mère de mon père. Et ça, c'est une cape qui est beaucoup trop lourde à porter. Alors, durant ma période adolescente, j'ai souffert de désordres alimentaires. Les désordres alimentaires, comme tout autre type de compulsion, que ce soit le sexe, la drogue, les relations, les réseaux sociaux, la télévision, je ne sais pas moi ce que le c'est, mais shopping, le shopping. Parce que, vous savez, une compulsion, c'est tout simplement ceci. Un comportement qui vous apporte une certaine élation, un certain sentiment de relâchement, qui fait du bien, mais qu'à long terme, qui est pas génial ni pour vous, ni pour votre entourage. Alors peut-être que pour ceux qui nous écoutent ou celles qui nous écoutent, pensez à peut-être une petite habitude que vous avez qui, dans le long terme, n'est pas si bonne pour vous. Ça peut être le travail Et aussi, l'addiction au travail qui absolument. Ouais. Et dans le burn-out, absolument. c'en est c'est une des causes. Et oui, et j'en connais beaucoup. Et vous savez, je pense que notre société nous encourage souvent à non seulement ne pas connaître notre moment de repos quand on en a besoin, mais de pousser encore plus loin dans l'ultra-performance, parce qu'on définit le succès comme l'ultra-performance, en compétition avec l'autre. Mais ça nous rend malades physiquement et mentalement. Il va falloir qu'on revoie ces concepts-là parce que moi, à l'adolescence, quand j'ai commencé mon désordre alimentaire, je me comparais au fait à une société qui cherchait la perfection. On pouvait jamais vieillir, il fallait avoir l'air de X, Y, Z physiquement, il fallait se comporter d'une certaine manière, il fallait être courageuse, mais ne te déhanche pas trop. Hein? Il y avait des messages paradoxaux. Une chance que Madonna était là pour moi. Parce qu'elle, bien que bon, elle est très différente aujourd'hui, mais elle dégageait une énergie de libération, un peu à l'extrême, oui, mais où on avait beaucoup moins de culpabilité. Et les femmes et les filles dans notre société, on porte une immense culpabilité parce que il semble qu'on n'est jamais correct comme on l'est nous-mêmes, sans rien changer. Il y a toujours quelque chose qui va pas, quoi. On devrait changer. Et puis, les hommes aussi vivent dans un carcan de masculinité je pense, qui les supprime, qui les fait régresser. On apprend à nos hommes d'être forts, d'être puissants, d'être de l'avant, d'avoir tout dans leur contrôle. Mais ça, c'est une grave erreur. Ce sont des êtres sensibles avec une immense sensibilité. D'ailleurs, les gens qui travaillent avec les jeunes enfants vous le diront, les hommes sont beaucoup plus fragiles émotionnellement que les petites filles dans les premières années. Qu'est-ce qui s'est passé? On a tué cette fragilité. J'étais très sensible, moi, en grandissant et quand je souffrais de désordre alimentaire, à l'isolement, à ce sentiment de se sentir seule au monde. Moi, je suis fille unique, alors j'ai été élevée à dire, ouais, bonjour, mon nom est Sophie, voulez-vous jouer avec moi? Mais à la fin du jour, et je suis encore comme ça, en vous et moi, j'ai encore cette prédisposition, je vais vers l'autre et j'ai envie de jouer. Mais je pense que on vit dans une société maintenant où notre droit humain à la solitude, qui est un peu comme une poésie intérieure, d'être capable d'aller vers l'intérieur de soi, c'est un cadeau. Et malheureusement, ça a été, je dirais, grugé par l'isolement.
Alors, notre droit à la solitude, à la poésie de ce que c'est que d'être en silence avec nous-mêmes dans la vie, qui est le plus beau cadeau du monde, sans se sentir dépassé, ça a été empiété par l'isolement, par notre culture, de comment on vit, de se séparer de l'autre, de compétitionner avec l'autre. Nos communautés se sont effritées aussi. Alors, il faut faire vraiment attention de discerner dans notre culture sociétale de ce qu'on veut consommer comme relation, comme attention, où on veut porter notre attention. Et je remarque, et peut-être que je vous pose la question en même temps, est-ce que ce que vous consommez, est-ce que ça vous rend heureux à la fin de la journée? Comment est-ce que vous vous parlez? Est-ce que c'est tendre avec de la compassion, de la patience, de la douceur, de la tendresse, comme le meilleur des amoureux? Ou est-ce que c'est toujours un peu en mégarde, en compétition, je ne suis pas assez, je pourrais faire plus, bla, 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 la liste continue. Cette conversation intérieure-là est votre état de santé, je dirais en général. Parce que toutes ces pensées ont une puissance qui vont guider vos comportements et qui guide aussi le système immunitaire. Ça va ensemble. Maintenant, on a tout compris, la science nous le prouve. L'intelligence de l'intestin, au fond, des molécules d'émotion dans les intestins, communique constamment avec le cerveau. 75% des signaux proviennent de la flore intestinale au cerveau et non le contraire. Alors, si on a une inflammation et qu'on est toujours quelqu'un de fâché, quand on est fâché, on est en contraction. On n'est pas en dilatation. Alors, si on a plein de contractions dans notre vie, qu'on est fâché, on est peureux, peu importe quel est votre refuge. Hein? Moi, mon refuge, c'est le doute. Hein? Alors, je me refuge dans le doute. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais j'ai appris ça. Maintenant que je sais, je connais mon mécanisme, je suis capable de m'attraper moi-même et de dire, ah, Sophie, là, tu es dans ce qu'on appelle l'espèce de tourbillon frontostriatal, qui est comme une espèce de petite roue de hamster. Physiquement, là, il y a une place dans le cerveau qui fait ça. Et là, quand ça commence à rouler, c'est très difficile à arrêter jusqu'à temps qu'on dise, ah, OK, là, je suis dans mon pattern de la petite gerboise qui arrête pas. Mais là, je vais en sortir. Voici qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre 3 grandes respirations. Je vais faire mon exercice de nerf vague. On pourra en faire un ensemble tout à l'heure et parler de pourquoi même on parle du nerf vague. Je vais remettre mon système en repos, en expansion, au lieu d'être en contraction, parce que ce sont les 2 états de l'être humain. On est soit en contraction ou soit en dilatation. Et ça a un lien direct à notre système nerveux. Sympathique, l'alerte, comme on dit le fight-flight, et parasympathique, le repos, rest and digest, comme on appelle, la digestion, le repos et l'expansion. On relâche. C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la contraction ou c'est l'expansion, selon vous? Je vous pose la question. Vous me posez la question à moi? Oui, je vous pose la question. Oui. Moi, je dirais que c'est les deux. Finalement, par rapport au système nerveux, c'est important d'être dans les deux parce qu'on doit avoir ce système d'alerte en permanence pour pouvoir savoir si les personnes qui nous entourent nous veulent du bien. Et donc, c'est important d'être dans l'alerte, mais c'est également important. Et la sécurité, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris post-burnout, c'est que tant qu'on ne se sent pas en sécurité, eh bien, en fait, on est en alerte vigilante et du coup, notre corps nous parle de plus en plus fort. Donc, ce sentiment de sécurité de soi vis-à-vis de soi et de soi vis-à-vis de son entourage professionnel, personnel, c'est juste vital parce que sinon, en fait, notre système, il déraille. C'est exactement ça. Sur la pyramide d'Abraham Maslow, à la base, tous les êtres humains ont besoin d'avoir de la nourriture, un toit pour se sentir protégé. Mais si la sécurité physique et émotionnelle n'est pas là, les cartes sont sur table, c'est terminé. Tout est terminé. On peut plus monter dans notre potentiel. Alors, quand on vit dans une société qui nous encourage à ne pas être nous-mêmes, ayez ce look-là, ne vieillissez pas, faites ci, faites ça. Voici la définition du succès. Si vous ne la rencontrez pas, vous êtes un pauvre abruti. Alors, on nous encourage à ne pas être authentique. Et quand on n'est pas authentique, on vit souvent dans un système d'alerte. Une des choses les plus impressionnantes que j'ai appris en écrivant mon livre Entre nous, c'est que quelqu'un qui est dans son système d'alerte trop souvent, le système sympathique pour nous prévenir du danger, comme vous dites, Charlotte, qui est très important pour s'il y a une voiture qui passe ou si quelqu'un veut nous faire mal et on va se pousser. C'est incroyable à quel point il y a tellement de gens dans notre population qui sont trop souvent dans leur système sympathique. Et quand on est là pendant trop longtemps,
non seulement à ce que le stress monte, mais la différence de l'autre nous fait peur. Alors, pensez au mouvement de population à travers le monde en ce moment, que ce soit en France, au Canada, dans les zones de guerre. Quand la différence de l'autre nous fait peur, on n'est pas dans un système de repos et de relaxation et d'expansion. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, si on enseignait à nos jeunes dans les écoles le plus tôt possible, et ça commence dans les garderies, je l'ai vu, moi, quand mes petits étaient à la garderie, on avait les petits jetons avec les types d'émotions, et là, on disait, comment tu te sens, mon chéri, ce matin? Blablabla. Mais on arrête de faire ça à un moment donné, et ça, c'est une grave erreur, parce que on pourrait protéger et réguler les employés dans les compagnies, les professeurs dans les écoles, les membres de nos familles. Ce sont des exercices pas si difficiles que ça, qu'on peut intégrer au jour le jour si on les comprend et on les enseigne le plus tôt possible. Ouais, vraiment, moi, ça m'a le concept de la sécurité, parce que j'ai interviewé en France, on a un expert du NERVAC qui s'appelle Ludovic Lerouf et qui a écrit plusieurs livres d'ailleurs sur le sujet. Et quand j'ai compris ça, en fait, ça m'a vraiment permis de dénouer un nœud et de comprendre en effet que, et puis qu'à un moment donné, en fait, quand on est en inhibition, quand notre corps il peut plus, il fait le mort. Et moi, j'ai vécu ce moment dans ma vie personnelle où mon corps, j'ai fait la mort parce que je ne pouvais plus en fait. Alors ça, c'est extraordinaire parce que quand le corps qui est là pour nous protéger, hein, là, on est en train de pathologiser plein de gens, d'accord? Mais des grands chercheurs comme Gabor Maté, qui a d'ailleurs soutenu mon livre et qui est un ami qui m'encourage beaucoup sur mon chemin, nous a expliqué que avant qu'on tombe en dépression, avant qu'on corps humain tombe dans ce qu'on appelle le gelé, le freeze, OK? Il y a fight, flight, freeze. Alors, quand on va de la bataille à la fuite, à l'arrêt total, c'est parce que tous les systèmes ont été essayés. Si vous avez des traumatismes dans votre vie, si vous êtes dépassé par le travail, si vous vous chicanez dans votre couple et tout va mal, ou si vous avez un enfant malade, peu importe, OK? On a tous les traumatismes auxquels il faut faire face. Si on est trop souvent dans notre système sympathique, et on a trop souvent essayé soit de combattre ou soit de fuir et que ça ne fonctionne pas. Le système fait, OK, on a tout essayé, maintenant c'est à plat. Pouf! C'est à plat. Le corps dit, je ne peux plus, ma chérie, je ne peux plus. Et ça, c'est très difficile à vivre. Parce qu'on se sent dépassé par la vie. Vous savez, ils ont fait des scans du cerveau et ils ont découvert que les gens qui souffrent de dépression se sentent souvent très dépassés par le rythme de la vie. Tout est plus lent. Les ondes sont plus lentes dans un cerveau qui est en dépression. Alors, de sortir du lit, c'est immense. D'essayer d'aller à la cuisine, c'est immense. De parler avec quelqu'un, c'est immense parce que tout va trop vite. On n'est plus capable d'aller marier le rythme de l'extérieur. Et ça peut vraiment être une abysse, hein. Ça peut vraiment être un monde d'isolement qui tue, quoi. C'est sérieux, là, ce dont on parle. Et donc, comme vous nous racontiez que quand vous étiez donc adolescente, vous avez souffert de boulimie. Comment vous êtes rendu compte que vous aviez un problème? Je savais que j'avais un problème. Je savais parce que j'étais une jeune fille éduquée, intelligente, et j'avais lu. Je me disais, ben voyons, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais, là? J'en avais honte. J'essayais de le cacher. J'essayais de pas trop en parler. Ça devient presque comme un petit refuge. C'est mon petit refuge. Vous aviez quel âge? Et malheureux. Ça a commencé vers l'âge de 16. Et ça devient comme n'importe quelle autre forme de compulsion où est-ce qu'il y a une espèce une action qui démarre quelque chose et ensuite t'as un voyons, je l'ai seulement en anglais, incentive and reward. C'est quoi en français? Il y a une récompense, récompense derrière chaque. Voilà. Alors, il y a l'action et ensuite il y a la récompense. Que ce soit de l'héroïne, de la cocaïne, des relations, du vin ou de la nourriture, c'est la même place dans le cerveau qui est stimulée. Et on pense, ben alors je vais cligner des doigts, ça va être terminé. Non. Parce que c'est un cycle qui s'est engrangé, qui s'est engendré, qui est difficile de briser juste en pensant, OK, c'est terminé. Alors,
Premièrement, une des premières étapes, moi, je crois, dans le rétablissement d'une compulsion, c'est d'en parler. C'est de prendre sa souffrance et d'ouvrir les parties qui sont fermées à l'intérieur de soi, hein, les petits refuges qu'on a faits ou les petits nids qu'on a créés pour se protéger, c'est de les ouvrir. Ça fait mal parce qu'on avoue avec peut-être culpabilité ou honte ce à travers quoi on passe. Une fois que ce premier pas, je dirais un des pas les plus difficiles est traversé, tout le tapis se déroule de manière naturelle. Là, après, on trouve des alliés, on voit plus large, plus loin. On se fait moins mal en se disant, mais ça va, je suis pas la seule, je suis pas le seul, ça va aller, je suis pas une mauvaise personne. On dit toujours, souvent de ne jamais regarder la compulsion en tant que telle, mais la douleur qui la soutient. Alors moi, ma douleur, je l'ai mieux comprise. Et ça prend pas un mois se connaître entièrement, ça prend une vie. Mais j'y étais dévouée. Vous savez, j'avais 16 ans dans ce temps-là et ça m'a pris des années pour me sortir de mes troubles alimentaires. Et il y a toujours une fragilité. Et maintenant, je vais avoir 50 ans cette année et je passe à travers tellement de gros événements, que ce soit de transformer mon mariage, que ce soit mes adolescents qui grandissent, que je dois couper les ponts, que ce soit la perte de mon papa il y a quelques mois, que Vous ce avez soit de une grosse recommencer. année, là. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Oui. Mais tu sais, il y a une prière tibétaine qui dit « Amène-moi l'expérience difficile » parce que ça me permet de me connaître. Mais là, je commence à vraiment bien me connaître. J'avais interviewé Christine Michaud, que vous connaissez sûrement, et Christine, elle me disait, c'est ce qu'elle appelle des cadeaux mal emballés de la vie, c'est de se dire que derrière chaque épreuve, on peut trouver du sens. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la logothérapie. C'est on peut trouver si on. Alors évidemment, au moment donné, hein, c'est toujours compliqué dans certains drames de trouver du sens. Mais je parle souvent de cet exemple d'Agnès Ledic. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une très très grande romancière française. Agnès Ledic. Ledic. C'est une femme qui est vraiment exceptionnelle, qui a perdu un enfant à son fils, je crois qu'il avait 6-7 ans, d'une leucémie. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, si elle est devenue romancière, c'est grâce à son fils et que du coup, elle survit. Elle vit pour deux. Elle vit pour lui et pour sa vie à elle. Elle est incroyable, cette femme. Et je trouve que c'est vraiment l'archétype de transformer une épreuve de la vie en un cadeau très, 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 très mal emballé. C'est drôle que vous utilisez ça parce que j'utilise souvent la métaphore du cadeau qui pue et dont l'emballage est dégueulasse. Mais à l'intérieur, il y a une leçon de vie qui va servir à tout point de vue. Ça m'émeut beaucoup l'histoire de Agnès Ledic parce que, d'ailleurs, si vous la connaissez, vous lui donnez une belle caresse de solidarité entre femmes qu'on devrait toutes s'offrir sur ce cercle de solidarité. Vous savez, on dit que la différence entre la souffrance et le traumatisme, c'est la constriction. C'est la partie fermée qu'on a décidé de fermer pour se protéger en soi. La souffrance, ça fait partie de la vie. On ne peut pas contourner la souffrance. Moi, au fond, ma grande phrase que je me demande souvent et aux autres, c'est « Tu la veux quand ta douleur? Maintenant ou plus tard? À toi de choisir. » Parce qu'elle va venir et elle va t'apprendre. Sauf que quand on est mal soutenu, quand on n'a pas un bon entourage ou de l'éducation face à la souffrance, c'est tellement important. Sinon, on se sent envahi. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient se protéger. Je suis plus capable de composer avec ces émotions qui m'envahissent, alors je vais me fermer à l'intérieur. Et en se fermant, ces parties-là créent un traumatisme. C'est ça la différence entre la souffrance et le traumatisme. Je pense qu'on a grandement avantage à célébrer la souffrance sous toutes ses formes. Pas pour infliger plus de souffrance au monde. C'est pas du tout ça qu'on dit en ce moment. C'est tout simplement d'embrasser avec plus d'ouverture et de curiosité. De curiosité. Pourquoi j'ai mal? Et ça fait mal où? Juste quand je suis fâchée, bon, je sens comme du feu dans ma gorge ou des chaleurs dans mon visage. Quand je ressens de la jalousie, c'est tout pris à l'intérieur. Je sais pas comment me prendre plus de place. Quand j'ai de la peine, ma gorge est toute enflée et c'est plein de nœuds et j'ai l'espace entre les deux sourcils qui m'irrite. Je sais pas. Chaque émotion a souvent une sensation dans le corps. Et d'ailleurs, souvent, la sensation va arriver avant l'émotion. Alors, disons qu'on est en chicane avec quelqu'un, on se bute, qu'on a un argument et bon, ça s'enflamme.
Et là, on sent la chaleur. Là, on sent le rythme cardiaque qui augmente, cette espèce de conscientisation de notre propre corps humain dans une interaction. Et là, après ça, je vais sentir de la colère. Là, OK, là, toutes ces sensations-là, ça m'amène à la colère. Si on était capable juste de dire stop, là, je suis en train de me fâcher, là, parce que je le sens dans mon corps. Alors là, je vais être en colère. Bon, déjà, il y a une conscientisation. Alors, c'est ce qu'on appelle le CPR en anglais, le Catch, Pause, Repair. Donc, d'attraper, de poser et de réparer. Attraper ce qui se passe dans le corps, la sensation. Ouais, il faut poser. surtout pas bloquer. Si on bloque, ça va s'enfermer. Donc, il faut vraiment accepter. Exactement. Et ensuite, pardonnez-moi. Et ensuite, on pose et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on répare. Bon, là, je me suis fâchée, j'ai peut-être crié, ça arrive à tout le monde, c'est correct. Mais d'avoir la conscientisation de dire, bon, là, écoute, là, je viens de crier, je suis en colère, je me sens vraiment pas bien, j'ai besoin de 5 minutes pour revenir à ça pour qu'on puisse bien régler nos trucs ensemble, d'accord? Et là, je vais me retirer de la conversation, je peux faire mes exercices de respiration, je peux fermer mes yeux, je peux retourner à l'intérieur de moi pour me dire, bon, là, je comprends qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que je peux revenir pour qu'on puisse continuer sur une route où est-ce qu'on se fait moins de mal et qu'on arrive à un consensus? C'est pas toujours parfait, là, ce processus-là. Mais au moins, il est intelligent parce qu'il est intelligible et il est conscient. La partie la plus difficile, c'est que il faut s'attendre à ce que les deux personnes soient prêtes à faire le même travail. Ça, c'est difficile dans un couple ou dans une amitié ou dans une relation professionnelle au travail. C'est difficile aussi. Mais si on l'enseigne comme dans la culture organisationnelle, ou dans les garderies ou dans les écoles, mais on aurait un tout autre système. Et il y a quelque chose que je veux partager avec vous que je trouve fascinant. Est-ce que vous pleurez souvent, Charlotte? Puis maintenant, avant, oui. Alors, pleurer, c'est une des émotions les plus importantes à bien laisser sortir de soi. On a 3 types de larmes. On a les larmes basiques, donc tout simplement quand on se regarde en ce moment, là, quand vous écoutez le podcast, si vous êtes de l'autre côté, vos yeux sont un petit peu lubrifiés parce que sinon, ça serait beaucoup trop sec. Ensuite, on a les larmes de réflexe, celles qui se développent et qui coulent s'il y a un grand vent qui entre ou un objet étranger pour faire mal à l'œil. L'œil va dire, attends une seconde, je vais produire plus de larmes pour protéger. Et ensuite, il y a les larmes émotionnelles. Et si les chimistes analysent une larme émotionnelle, ils vont trouver, contrairement aux larmes basiques et de réflexe, des hormones de stress dans la composition. Ce qui veut dire que de pleurer nous permet de détoxifier le corps et la pensée. C'est quand même assez extraordinaire, hein? Ouais, c'est fou. Alors, moi, je vous encourage à pleurer, je vous encourage à laisser les larmes couler lorsque vous le ressentez, le resserrement dans la gorge ou dans le niveau du plexus solaire ou du cœur. Quand ça monte, laissez-le aller. J'ai connu des gens qui m'ont dit que dans leur famille, ils ne pleuraient pas. Et je peux vous dire que ce sont des gens qui sont très loin de leur signature émotionnelle, qui ne comprennent pas du tout leurs émotions et qui imposent avec colère leur incompréhension du monde aux autres. J'ai beaucoup appris en voyant ça. Ouais, c'est voilà, les pleurs, c'est vrai que c'est quelque chose. Ouais, à un moment donné, j'ai beaucoup pleuré quand j'étais en burn-out. Après, j'ai beaucoup pleuré parce que j'ai divorcé il y a 2-3 ans maintenant. Et au moment de la séparation, donc je pleurais beaucoup parce que ça a été assez violent. Et je me rappelle de la pédopsie qu'on avait été voir avec mon ex-mari pour pouvoir accompagner les enfants dans cette annonce qui a été très brutale aussi pour eux. Et elle avait dit surtout, n'hésitez pas à pleurer devant vos enfants. Au contraire, c'est important de leur donner l'autorisation, l'exemple de pleurer, parce que vous allez leur permettre de montrer que c'est normal de pleurer. Et d'ailleurs, ma fille, c'était hyper touchant parce qu'elle me disait, maman, je veux pas que tu pleures. En gros, ça me fait trop de peine de devoir pleurer. Je dis, mais tu sais, t'as le droit de pleurer, en fait. T'as le droit de laisser aller tes émotions. T'as le droit d'être triste de cette situation. Il faut justement que ça sorte. Je pense qu'un parent et un adulte qui pleure devant un enfant, c'est lui donner la permission de ressentir la vie, sans honte ni culpabilité. Et plus un parent parle de ses émotions ou démontre ses émotions, plus l'enfant les assimile et se permet de recréer, on appelle ça model behavior, de recréer le comportement qui a été modelé
devant leurs yeux. Alors que si on est des parents qui sommes constamment comme ça, devant un écran ou devant notre travail, ben, le manque de connexion des yeux à yeux, système nerveux à système nerveux, est excessivement important. Et quand on en manque, on est en train de supprimer les émotions parce que on n'est pas assez nourri émotionnellement. Et toutes les formes de compulsion et de souffrance viennent d'un désir d'être connecté à soi-même et à l'autre. C'était quoi vos rêves de petite fille? Mes rêves de petite fille? Moi, j'étais une grande amoureuse. Je voulais marier un chanteur connu au Québec. Et j'embrassais sa pochette de disques. J'étais vraiment une grande romantique. J'étais une grande sportive aussi. Je voulais devenir comme mon papa qui était courtier en bourse. J'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. C'était pas clair pour moi ce que je voulais faire dans la vie, mais c'était clair pour moi que j'aimais la vie. Et que je voulais la croquer tout rond. Et je suis encore comme ça. Avec plus de discernement, j'espère, pour pas prendre des mauvaises bouchées. D'ailleurs, j'en ai pris des mauvaises bouchées. Mais ouais, je vous dirais que c'est vraiment... J'ai toujours vraiment beaucoup aimé la vie. J'ai un immense respect pour ce qui est vivant. De la nature aux animaux, aux êtres humains. Je suis une curieuse et ça me nourrit. Ça me nourrit beaucoup. Et quand, au moment de choisir vos études, ça s'est passé comment? Ah, la confusion. La confusion. Je me souviens que ma maman me disait, Sophie, on est en retard pour remplir les formulaires. Il faut absolument que tu t'y mettes. Et je suis comme, il n'y a pas de problème. Et j'y avais appliqué en communication dans différentes universités et en commerce aussi à une grande université au Canada qui s'appelle McGill, l'université McGill. J'ai été acceptée parce que j'avais de bonnes notes à l'école. J'étais assez studieuse, tannante, mais studieuse. Et je me suis rendu compte que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Alors, mon père m'a dit, ben le commerce, c'est une bonne base, vas-y. Alors, je suis allée pendant 1 an à McGill et j'étudiais les statistiques, la microéconomie, la comptabilité. Et mon cours préféré, c'était le comportement humain en psychologie. Alors, j'ai compris que j'allais terminer l'année là-bas, avoir tous mes crédits des cours que j'allais passer. Ceux-là, il y en a certains que j'ai passés sur les fesses, comme on dit. Mais mon cours de psychologie sociale, j'avais adoré. Et là, je me suis dit, alors arrête là. C'est pas qui tu es. Va-t'en en communication. C'est ce que tu aimes. Tu es un être qui aime communiquer, qui aime donner, qui aime recevoir. Oh, pardon, j'ai perdu un écouteur. Un écouteur, désolé. Ça va? Vous m'entendez bien? On est bon, merci. Alors, c'est ça, je me suis rendu compte, mais c'est pas toi le commerce, tu penses que c'est ça que tu voulais faire, mais finalement, ça te rend pas heureuse. Et mes parents, heureusement, m'ont encouragée à changer de programme. Ils ont dit, tu auras tes crédits parce que tu as passé tes cours et ils vont te créditer ces cours-là quand tu seras rendu en psychologie. J'ai fait communication et relations industrielles à l'Université de Montréal. Ça m'a donné un bac à la fin, quoi. Et j'ai aimé ce que j'ai étudié. Il y avait beaucoup de sémiotique. Moi, j'aime beaucoup développer l'intellect. J'aime ça aller creux. J'aimais la philosophie. J'aimais la théorie de la communication. Mais bref, à la fin, je me suis dit, OK, mais je fais quoi avec ça? J'ai bien appris plein de concepts, mais là, c'est quoi? Alors, je suis allée travailler en agence de pub. Et après le bac, on m'a engagée comme réceptionniste dans une agence de publicité. Et j'étais l'assistante d'un gars qui s'appelle Jean-François Bouchard, qui a fondé l'agence de marketing Diesel, qui est maintenant rendue l'agence Sid Lee, qui est une très grosse agence en Amérique. Et ils mettent sur pied à Montréal à tous les ans la plus importante conférence qui amasse des gens et qui attire des gens du monde entier en créativité, en marketing, en business, qui s'appelle C2 Montréal. Et 20 ans plus tard, je présente à C2 Montréal. Ils m'ont rappelé pour dire, allez, viens parler un peu. Alors, la vie est tellement bien orchestrée. Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que parfois, il y a des choses c'était écrit, en fait. Ouais, ouais. Et à quel moment, donc là, vous avez commencé en tant que réceptionniste. Après, vous êtes orienté vers le journalisme. Après ça, je me suis orientée vers le journalisme. Je me suis spécifiée. J'ai voulu rendre mes études plus spécifiques. Je suis allée à l'école de radio-télé pour médias qui existait dans ce temps-là, qui était une très bonne école de radio et de télévision, de savoir comment faire le reportage, comment parler à la radio et tout et tout. Et j'ai vraiment aimé. Et la rétroaction de mes professeurs était exceptionnelle et de mes collègues aussi.
J'ai développé des amitiés qui me servent encore aujourd'hui, qui sont encore magnifiques. Alors ça a été vraiment comme un beau cercle d'amis. Et ça a confirmé mon engouement et mon aisance à évoluer dans l'univers des médias. Les jobs ne sont pas venus tout de suite, toutes seules, rapidement et facilement. J'ai dû faire des appels, présenter mon CV. Et finalement, grâce à une amie, je me suis rendue à travailler dans une salle des nouvelles, de nouvelles continues. Et j'écrivais les nouvelles au bas de l'écran, sur la petite bande déferlante, dans un petit îlot de cabine à des heures un peu dérisoires. Et je peux pas dire que je suis tombée en amour avec ce que je faisais, mais dans la salle des nouvelles, j'aimais bien l'effervescence, j'aimais l'importance de l'intellect, mais aussi de la pensée plus grande, où est-ce qu'on devait déduire des informations. Et c'est moi qui devais choisir les informations pertinentes à mettre au bas de l'écran. Alors, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et ensuite, il y a eu une ouverture pour pouvoir appliquer au poste de chroniqueur culturel. Et ce que j'ai fait, et je l'ai eu. Il y avait un des boss là-bas, des hauts placés, des dirigeants, qui avait dit, je te vois, toi, tu as du talent et on va te pousser. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et là, j'étais face à la caméra et j'ai fait plein d'erreurs. Comme quoi? Et j'ai appris. Ah non, mais je veux dire, j'oubliais de mettre mon oreillette ou l'oreillette tombait, j'entendais plus l'autre personne qui était en converse ailleurs et avec qui je devais parler. Sinon, j'oubliais de transmettre le micro à mon interviewé. Non, des trucs de débutante, quoi, de novice. J'ai appris. J'ai beaucoup appris, puis aujourd'hui, quand je me retrouve sur une scène ou sur un plateau, tout va tellement bien et habituellement, je vais compléter le tout en un take, comme on dit. Alors, ouais. Non, il y a eu une grande évolution, disons. En quoi ça vous a servi, du coup, de connaître toutes les coulisses quand vous êtes devenue première dame? En quoi ça m'a servi de connaître les coulisses? Ouais, les coulisses des médias. Ben, je vous dirais que peu importe où on se retrouve dans la vie, pour moi, c'était ça. Ça m'a permis de voir la vie sous plusieurs côtés, sous plusieurs angles. Et je pense que ça nous rend plus flexibles, avec une compréhension des choses qui est plus ouverte, quoi. Ça m'a permis de assimiler différents points de vue et de trouver mon centre là-dedans. J'ai vu des gens qui se sont dévoués corps et âme à rendre cette terre meilleure. Et malheureusement, ça prend quelques pommes pourries, comme on dit, ou quelques humains qui se sont complètement déconnectés d'eux-mêmes et des autres, qui ternissent l'image des gens qui sont au service. Et ça, c'est très, très, très grave. Et c'est sérieux, c'est grave et c'est triste. Parce que si on regarde l'image des médias aujourd'hui, puis ça veut dire quoi être au service du public, il n'y a pas grand monde qui va vouloir le faire. Parce que c'est cruel. C'est une constante énergie qui nous envoie dans notre système sympathique de stress et d'alerte parce qu'on est constamment en train d'être chamboulé par les nouvelles. On est en réactivité. On essaie de planifier pour le long terme, mais on est rappelé très rapidement qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de plus urgent. On crée des liens qui sont trop rapides, trop vite et qui ont pas assez de substance. Et je pense que c'est en train d'effriter notre démocratie. Alors, si les gens perdent confiance en l'autre, en leurs voisins, en leur institution, il y a un effritement d'une société, d'une démocratie qui vraiment ne sert à personne. Est-ce qu'on peut arrêter 5 secondes pour que je me bouche? Bien sûr, bien Parce sûr. Parce que je peux plus parler. Je m'épose. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter du coup ce métier de chroniqueuse à la télévision? Ben, j'ai pas arrêté du tout au tout. C'est que quand j'ai commencé à avoir des bébés, j'étais enceinte. Mes 2 premiers ont une différence de 18 mois. Alors, j'ai été enceinte longtemps avec un en couche et l'autre qui s'en venait. Et ensuite, mon autre a 7 ans de différence avec les 2 autres. Je suis retournée au travail après, je pense, 6 mois avec le premier. Et ensuite, je travaillais à temps partiel et là, je suis tombée enceinte encore. Et on a dû déménager à Ottawa parce que mon mari, dans ce temps-là, Justin Trudeau, devait être à Ottawa pour son travail parce qu'il voulait se monter dans les échelons pour pouvoir devenir premier ministre. Alors, j'ai dû mettre mon travail de côté à un moment donné.
Et j'ai élevé les enfants à la maison. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Alors, c'est plutôt comme ça que ça s'est passé, progressivement. Et comment vous l'avez vécu, le fait de justement rester à la maison et vous occuper de vos enfants? Et de votre Je mari, du coup, pense, aussi. Parce que oui, absolument. Merci de le c'est... souligner. C'est exactement ça. Je pense que quand on a un bébé dans ses bras, c'est difficile de le laisser pour retourner travailler. Moi, j'ai des copines qui l'ont fait et on pleure un bon coup. Il y en a pour qui c'est plus facile, tant mieux. Moi, j'aurais eu beaucoup de misère de retourner à temps plein et laisser mon bébé derrière, honnêtement, c'est personnel. Je pense qu'on presse trop les femmes à retourner trop vite et qu'il n'y a pas assez de soutien pour pas qu'elles sentent la culpabilité de ne pas retourner tout de suite. Alors, moi, je l'ai vécu bien, je voulais être là, mais dans ma tête, c'était clair qu'à un moment donné, j'allais retourner travailler. Euh, je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps et que j'allais être aussi euh, serrée dans le tunnel co-politique de ce qui était possible et pas possible. Parce que du coup, donc votre mari, alors ce qu'on ne sait pas forcément en France, c'est qu'il était fils de Premier ministre et il est devenu du coup Premier ministre. Ça, j'imagine que c'était un projet de couple parce que c'est voilà quand on devient, quand on est la femme du Premier ministre, il y a peu en tout cas de personnes. Et puis, sachant que chez vous, les premiers ministres c'est encore différent par rapport à chez nous parce qu'il est élu. Ça, comment vous l'avez vécu vous en tant que femme ce choix de vie Ben, ouais, quand moi et Justin, on s'est rencontrés, il n'y avait pas de politique en vue, mais pas du tout. On avait même eu la conversation que ce serait, si jamais ça se pointait, ça serait beaucoup plus tard dans la vie. Alors, j'ai été surprise lorsque il m'est arrivé avec d'autres collègues en me disant qu'il y a une fenêtre de possibilité et c'est maintenant. J'ai fait, mais on a 2 petits bébés, non, c'est pas une bonne idée. J'ai essayé de dire non plusieurs fois. Et ensuite, j'ai compris de la profondeur d'où venait son bien vouloir de servir le pays et de l'amener à un meilleur endroit. Alors, on m'a convaincu et j'ai dit oui, avec un bébé sur une hanche et l'autre au sein. Et, et oui, le reste a déferlé. J'aurais jamais pensé avoir un chemin de vie aussi unique. Pas du tout. Mais il est le mien. Il est le mien. Ouais. Oui, et puis maintenant vous impactez, enfin vous avez toujours impacté et aujourd'hui ça vous permet d'avoir une voix encore plus puissante grâce à ça. Oui, je veux dire, oui, c'est un chemin de vie qui m'a permis d'élargir ma plateforme pour partager euh, mon service, ma mission d'aider les autres. Alors oui, j'en serai éternellement reconnaissante à ce point de vue-là, oui. Et donc là, du coup, quand vous êtes donc maman, et ce qui est quand même un job à plein temps, plus au service de votre mari et de votre pays aussi, vous vous lancez aussi également dans les cours de yoga. Vous devenez professeur de yoga. Oui, alors, il y a environ, mais attends, j'ai un enfant de 16 et 17 ans et 10 ans. Donc, les enfants avaient peut-être 2 ans quand j'ai commencé à faire mon cours de yoga. Donc, il y a environ 14 ans, j'ai commencé à étudier le yoga. Je voulais étudier avec des professeurs sérieux parce que maintenant, on peut devenir prof de yoga tellement rapidement. Alors, j'avais fait beaucoup de recherches pour comprendre d'où venait mon goût de la spiritualité, de la profondeur de la vie, de du fait que le corps n'est pas un obstacle à devenir son plein potentiel, mais bien un outil. Alors, j'ai regardé les différents types de yoga qui se pratiquaient, j'ai parlé et je suis tombée sur des professeurs exceptionnels. Et là, je suis tombée un peu dans la philosophie tantrique. J'ai lu le Bhagavad Gita, qui est un ouvrage immense sur comment trouver le guerrier en soi et comment gérer le conflit dans notre vie et de trouver la droiture d'esprit et de cœur pour vivre une vie avec cohérence et intégrité. Et tout me parlait. Là, quand j'ai commencé mes premières classes de yoga, j'ai fait, mais voyons, mais c'est mon langage intérieur sur lesquels j'ai pas pu mettre les mots que j'apprends aujourd'hui. Alors, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté d'étudier, de pratiquer et j'ai commencé à enseigner. Maintenant, quand on est devenu premier ministre, et j'étais sur le chemin co-politique, c'était un petit peu difficile pour moi de publiciser des classes et d'avoir n'importe qui du public qui pouvait se pointer pour des raisons de sécurité, ce n'était pas possible. Alors, vous pouvez comprendre que tout ça en quoi j'étais entraînée, je n'ai pas pu vraiment l'exercer de par la nature
de la politique pour des raisons de sécurité et de conflit d'intérêts éthiques. Alors, j'ai dû travailler de manière bénévole pendant plusieurs années à des causes que je soutenais depuis plusieurs années aussi. Je n'ai jamais changé de cause. Ça a toujours été l'égalité entre les êtres humains, le droit des femmes et la santé mentale. Ça a toujours été ça. Alors, je continue encore aujourd'hui sur ce même chemin parce que pour moi, ça va tout ensemble. S'il n'y a pas d'égalité dans une société, on a une crise de santé mentale. Si on se traite pas avec respect, compassion, on est souvent dans notre système d'alerte, la santé mentale nous guette et les troubles de santé mentale nous guettent. Alors, c'est comme une espèce de roue avec plein d'engrenages et quand on enlève des éléments, mais la roue ne tourne pas bien et c'est ce à quoi on assiste parce que on pathologise tellement de gens, mais le corps est en train de faire exactement ce qu'il devrait faire pour nous protéger, c'est qu'on est en train de réagir correctement selon notre neurobiologie à des événements anormaux et des circonstances anormales où l'être humain n'est pas supposé être assis devant une machine pendant 12 heures de temps, à l'écart des autres, pas dans la nature, puis et pas en train de bouger. Cette sédentarité de l'esprit et du corps vient à un grand prix. Hier, je lisais, en fait, mon fils, donc il a 13 ans, il fait partie d'une étude depuis qu'il est né. À la maternité, ils nous ont proposé, c'est une étude nationale où ils suivent depuis qu'il est né son alimentation, l'évolution sociale, et du coup, ils ont une cohorte pour pouvoir suivre l'évolution des enfants depuis 13 ans et ils continueront jusqu'à ses 18 ans. Et on avait un petit magazine qu'on a chaque année. Il disait hier que le fait que les enfants soient à l'extérieur, ça avait un impact sur donc la luminosité naturelle sur les yeux des enfants et sur la myopie. Et je me suis dit, on sait qu'il faut que les enfants soient dehors pour exprimer leur créativité, ce que vous disiez tout à l'heure, ça affronter les dangers entre guillemets de la vie, mais ça va jusqu'à la santé de nos yeux en fait. C'est ça qui est fou. Alors ça, c'est fascinant parce que à force d'être constamment de regarder de trop proche, on a de la misère à regarder de loin. Et l'être humain, c'est super nécessaire pour notre survie de pouvoir voir à longue distance aussi. Aussi, vous m'avez fait penser à quelque chose là. Le fait de ne pas jouer dehors, ça a un impact sur notre capacité à se réguler. Parce que quand on est dans la nature et qu'on reçoit les éléments, que ce soit le vent, le froid, le chaud, le soleil, vous savez, quand la lumière entre dans l'œil le matin, c'est pas seulement la quantité de lumière qui rentre, mais l'angle à laquelle la lumière rentre à travers la rétine et qui va dans les bâtonnets et tout ça. Et ils disent que de regarder le soleil se lever le matin et de le regarder se coucher le soir, ça dit à notre rythme circadien, là, tu es supposé être éveillé et maintenant, c'est le temps de se calmer. Mais dans nos maisons, lorsque le soleil se couche et qu'on voit absolument rien et on est devant des écrans sur des lumières nocives, eh bien, notre rythme circadien est tout dérégulé. On comprend pas. Et là, on se demande pourquoi on a des problèmes de sommeil. Ouais. Alors, d'être déconnecté de la nature, ça a un impact physiologique et ça entraîne des maladies. Qu'est-ce qui vous a incité à donner l'envie d'écrire ce livre Entre nous? Ouf! Ma vie au complet, mon âme, mon cœur, mon corps. C'était le temps. C'était le temps. C'était clair pour moi. Après une vingtaine d'années comme militante pour la santé mentale, toutes les connaissances aussi que j'avais acquises, que je voulais pas garder juste pour moi, il faut que tout le monde puisse avoir accès à ça. Les contacts aussi que j'ai pu faire avec la communauté scientifique, des meilleurs experts dans leur domaine, je me suis dit, je vais les interviewer, je vais leur poser des questions difficiles, je vais vulgariser le tout pour que les gens comprennent. Alors, je l'ai comme pré-mâché pour pouvoir le redonner en nourriture émotionnelle aux autres, sans que ça soit trop compliqué. Parce qu'au fond, ce ne l'est pas si compliqué. Et quand on parle d'attachement à l'enfance, de comment notre parent a pris soin de nous, physiquement, mentalement, combien de temps il nous a gardés dans ses bras quand on pleurait, combien de temps est-ce qu'il nous consolait? Est-ce qu'il y avait 3 ou 4 petits frères ou sœurs de l'autre côté? Et là, on pleurait, puis là, à la moitié, bon, OK, tu es correct maintenant. Mais le système nerveux n'avait pas vraiment eu le temps de complètement se déposer. Eh bien, ça laisse, c'est pas la faute des parents. On est tous des êtres humains. On peut pas être parfait. Ça laisse une signature, une symphonie dans le cerveau et dans le système nerveux que, aujourd'hui, si moi j'avais un parent quand j'étais petite qui, au milieu de mes pleurs, me disait, bon, OK, on passe à autre chose maintenant, que mon système régulatoire n'était pas vraiment au repos. Aujourd'hui, quand quelqu'un, je sais pas moi, me fait de la peine,
eh bien, je vais avoir le réflexe de me dire, OK, ben non, mais c'est pas grave, je dois passer à autre chose. Parce que c'est ce que mon système a appris. Alors, qu'on pense à cet exemple-là, qu'on pense à une femme qui a été abusée physiquement, sa maison émotionnelle ressemblait à telle, donc elle recherche le même confort dans l'inconfort parce que c'est ce qu'elle connaît. C'est très difficile quand on juge les autres en disant, mais pourquoi elle ne sort pas de cette situation toxique? Parce que son monde émotionnel, sa signature fait que c'est la zone qu'elle recherche pour se sentir chez elle. C'est grave. Oui, et puis il n'y a pas aussi forcément parfois la notion de conscience. On peut, là justement, je recevais un mail d'une attachée de presse qui me disait qu'il y avait un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Reconnaître les violences dans le couple. Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, moi j'ai rencontré énormément alors de femmes, c'est plus des femmes que des hommes, mais voilà, qui ont vécu des violences conjugales, mais alors pas physiques, hein, mais mentales. Et ça a créé des souffrances absolument immenses, mais on ne le voit pas. Et donc, du coup, bah, ça crée ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un signal d'alerte permanent. C'est de la maltraitance, mais dont on n'a pas conscience. Votre micro est coupé. Ça a coupé le micro. Hop. C'est bon. Alors, oui, cette maltraitance dont on n'a pas conscience, ça, c'est toute une phrase que vous venez de mettre de l'avant. Ben, c'est vrai. Parce que la maltraitance pour nous, c'est la maison émotionnelle que l'on connaît. Notre système nerveux reconnaît cette espèce d'inconfort comme étant, ah, mais oui, c'était comme ça chez moi, donc c'est normal. C'est ça. Mais ce ne l'est pas. Non. Donc, il faut vraiment avoir du discernement, avoir l'ouverture de comprendre que non, je mérite mieux que ça et que mon système nerveux est capable de réapprendre que la sécurité émotionnelle et la tendresse et la compassion existent et que je mérite ça. Et d'ailleurs, c'est très difficile de l'offrir quand on ne le reçoit pas aussi. Alors, ça crée des cycles de perpétuation qui sont graves. Et comme Terry Real, qui est dans mon livre, le dit, qui est un grand psychologue de couple, ça prend une personne dans une génération qui dit, j'ai vu tout le mal qui est venu avant moi, je suis prêt à prendre la douleur. J'en aurai pas peur. Ça va faire mal, mais je vais prendre cette douleur pour guérir et prévenir de laisser en héritage le traumatisme à mes enfants et tous ceux qui vont venir après. Ça, c'est courageux. Comment vous écoutez votre intuition? Ah, quelle belle question. En silence, surtout. Pas entouré de plein de gens. En solitude. J'écoute ma petite voix, mon intuition, mon intelligence profonde que j'appelle, ça va ensemble, je trouve, dans des moments où je suis détendue. Ça veut pas dire que j'ai pas mal. Je peux pleurer, hein? Mais il y a comme une petite voix qui me dit, chérie, tu fais la bonne chose, ça va être correct. Fais-toi confiance. Mais ça fait mal. Hein, c'est pas, oh, ma petite intuition parfaite qui me dit, mais non, tout va, tout va. Non, 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 non. Accepte cette douleur parce qu'elle va t'en faire sortir grandi. Tu as pris une décision, tu l'assumes. Tu l'assumes parce que tu as pris cette décision pour te sauver toi-même. Tu as décidé de prendre ton masque d'oxygène et le mettre sur toi en premier. Dans une situation d'urgence, c'est ce qu'on nous dit de faire. Ouais. Pas sur les autres en premier, ce que j'avais tendance à faire. Et là, après, on se sent coupable de l'avoir mis sur soi-même en premier. Hein? Et on tergiverse sur les pourquoi et les pourquoi. À un moment donné, il faut vraiment arrêter d'essayer de solutionner des problèmes du cerveau droit, émotionnel, avec le cerveau gauche, logique et mathématique. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas utiliser notre pensée cognitive pour sortir du stress. C'est sûr que si on se dit, OK, je suis super stressée aujourd'hui, ça n'arrête pas, la petite gerboise court, et j'essaie de me dire, bon, là, tu es dans la roue, tu vas arrêter. Tu choisis d'arrêter. Ça, c'est ton cerveau gauche, ça va. Mais après, quand tu as choisi d'arrêter, pour aller te poser à l'intérieur de soi, pour aller te reposer à l'intérieur de soi,
Là, ton cerveau droit, qui est plus émotionnel, est en fonction. Et il y a une espèce de créativité sans borne. Et là, on ne parle pas d'art. On parle de manifestation de notre authenticité. Ça, c'est un art créatif immense. Et je pense que ça prend cette danse entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit pour créer une harmonie en soi. On ne peut pas juste laisser aller la pensée cognitive de l'hémisphère gauche et seulement vivre dans l'hémisphère droit. Là, tout est beau, tout est rose, où on est fâché tout le temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais il y a une danse entre les deux qui devrait pouvoir avoir l'air belle à l'œil si on la régule d'une manière consciente, je dirais. C'est un peu finalement, ça me fait penser, il y a vraiment cette vague à la fois sur le sympathique et le parasympathique, parce que du coup, on doit naviguer entre les deux et finalement, ça fait un peu comme une croix où on doit naviguer entre plusieurs eaux pour pouvoir se sentir bien. Et justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que dans la notion d'être aligné, de savoir qui on est et d'être à sa place, dans la vie, on traverse tous des moments plus ou moins difficiles et c'est justement de savoir danser, naviguer. Moi, je dis souvent, j'ai fait mon burn-out, après j'ai eu ma séparation. Quand j'ai eu ma séparation, comme je savais qui j'étais, mon bateau, il a pas coulé en fait. Il y a eu la tempête, ça a tangué, mais le bateau n'a pas chaviré. Et ça, c'est vraiment la chose qui est hyper importante de comprendre, c'est quand on sait qui on est, eh bien, ça permet de traverser toutes les tempêtes et d'apprendre sur soi encore chaque jour. C'est tellement vrai parce que on vit dans une société qui nous demande d'être connu par le monde. Mais est-ce qu'on est connu par soi-même? La véritable révélation, elle est là. On n'est pas fait pour constamment rechercher l'approbation de l'autre à tout prix. Ça nous rend malheureux. Alors, de se connaître, ça nous permet de prendre des décisions, je dirais, avec un peu moins d'ego, plus d'altruisme, moins sous le regard de l'autre. Moi, dans ma vie, j'ai dû faire des changements où je savais que, littéralement, dans les journaux le lendemain matin, tout le monde en parlerait. Et j'étais gelée, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Mes pauvres enfants. Mais je me suis dit, si tu prends cette perception-là de toi-même et du monde et que tu la jettes par la fenêtre, parce que c'est une formule qui t'a été brainwashée, hein, comme on dit, qui t'a été mise dans ta tête et que tu as assimilé. Et c'est un des plus grands travaux que j'ai jamais fait de ma vie. Ça fait mal, je vais vous le dire encore, tu la veux quand ta douleur? Maintenant ou plus tard? À toi de décider. Mais je pense que plus jeune on apprend que la douleur est une composante normale de la vie, qu'en grandissant, on se sent moins envahi par la douleur. Donc, on a une capacité de se réguler, autant au niveau émotionnel que physique, et qui fait qu'on peut avancer dans la vie avec moins de peur, plus de courage. Et c'est contagieux, cette énergie. C'est contagieux. Quand les gens ressentent ça, ils disent, mais moi aussi, je veux me sentir comme ça. Tu fais comment? Pratique et discipline, éducation, pratique et discipline. C'est tout. Comment vous célébrez vos réussites? Je ris, je souris, je m'entoure de gens que j'aime. Là, vous me faites penser que je passe pas trop de temps à me flatter. C'est plutôt, bon, génial. Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Je reçois surtout, pour moi, les réussites, ce sont les moments, surtout depuis que j'ai publié le livre Entre nous. Vous savez, ça fait 12 ans que je suis sur le chemin co-politique et je peux pas compter sur une main le nombre de fois où il y a un être humain qui m'a approché avec de l'énergie négative. Les gens ont été extraordinaires avec moi. Et ça m'émeut profondément. Donc, depuis le livre, surtout avec les histoires que je partage à l'intérieur et la connaissance à laquelle je veux que les autres puissent avoir accès, il y a tellement d'amour dans ce monde, il y a tellement de bonnes personnes qui veulent faire du bien, mais tout le tableau est terni par des nouvelles qui nous rapportent seulement le négatif et le noir. Et c'est dangereux, encore une fois, pour notre bien-être, pour notre démocratie, pour notre société. Ça porte à la confusion. Et dans un monde où la vérité, on jongle un peu avec la vérité, elle est en distorsion, ça aussi, c'est très dangereux. Alors, je pense que plus on développe notre discernement en se connaissant nous-mêmes, plus on est capable d'avoir de la distance par rapport au système dans lequel on vit.
Alors ça veut dire que ça influence comment on se traite, comment on traite l'autre, comment on vote, comment on critique ou qu'on comprend davantage que de blâmer l'autre, ça sert absolument à rien. Et que la plupart, il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques absolument extraordinaires et que tout ça ne réside pas sur les épaules d'une personne. Il en vient à chacun d'entre soi de prendre charge de ses émotions, de sa vie et de ses actions. Alors, c'est un travail de dur labeur. C'est un travail qui peut être lourd par moments, mais il porte en lui, et je vais choisir le bon mot, des miracles, des vrais miracles de vie, où on rentre en connexion avec l'autre, avec la vie, avec la nature, de manière tellement intime et profonde que ça nous quitte jamais. Et on est en connexion avec quelque chose qui est plus grand que ce que l'œil peut voir. Vous prêchez une convaincue. Hein? Vous prêchez une convaincue. Oui, je sais, mais pour ceux qui ne le sont pas, vous savez, quand j'ai perdu mon papa, de ne plus le voir à l'œil, de rentrer dans une pièce, il n'est plus là, c'est une souffrance terrible, ça fait mal. Et parce que je l'ai cherché toute ma vie, parce que c'était un papa qui m'aimait, mais qui n'était pas toujours disponible émotionnellement, je peux vous dire et vous confier que depuis qu'il est parti, j'ai une capacité à me rapprocher de lui que je n'ai pas eu avant, parce qu'elle est spirituelle. Je savais qu'elle était là de notre vivant, mais on avait de la misère à l'exprimer. Et maintenant qu'il n'est pas là, avec la maturité que j'ai acquise, je le retrouve d'une manière beaucoup moins tangible, mais beaucoup plus profonde. Ça m'émeut grandement. Merci pour ce partage. C'est ma vérité. À quel moment dans votre vie vous vous êtes dit « pourquoi pas moi » ? Dans quel sens? Ce que vous voulez. La question est ouverte. Pourquoi pas moi? Je pense que l'envie nous porte à cette question, l'envie de ce que... Il y a une comédie dans cette vie. Il y a un acte comédique où, si on regarde vraiment de plus proche à quel point les êtres humains, on essaie constamment de se sortir d'où on est. On veut pas être où on est. Parce que bon, c'est pas confortable et on n'est pas à l'aise puis on veut d'autres choses. J'ai fait ça moi aussi, Je ne m'exclus pas de tout ça. Et il y a une espèce de rire, une comédie qui accompagne ça parce qu'on fait quoi au juste là? On n'est pas capable de tolérer ce qui nous va pas. Donc, pour se divertir, pour se distraire, pour se rassurer, pourquoi pas moi? Pourquoi c'est elle qui a tout? Pourquoi c'est lui qui a tout? Pourquoi elle a ça, pas moi? Ça, c'est l'enfant en soi qui est très actif, Et l'enfant en soi est toujours actif. Qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60, 70, l'enfant en soi, comment on a été élevé, la syntonie, la symphonie que ça a instauré dans notre cerveau est encore présente. Plus on est conscient de cet enfant en nous et qu'on est capable de lui dire ceci. On parle au super-ego, ce qu'on appelle le super-ego, qui souvent est la voix parentale. Écoute, je sais que en te réfugiant dans le doute et la colère, tu t'es protégé de parce que tu as vécu dans ta vie. Pour toi, c'était ton refuge. Je comprends que ça t'a servi pendant un long moment, ma petite chouette. Mais maintenant, je ne suis plus cet enfant. Je suis une adulte mature. Alors, tu peux partir. Je t'entends ta voix encore, mais tu ne fais plus partie de moi. Tu m'as protégé pendant un bout de temps, mais maintenant, c'est terminé. Merci pour ton travail. Salut. Je le fais, moi, des fois, je le vois sur une autre chaise. Je l'imagine. Ça aide énormément. C'est ce qu'on appelle le travail des parties. No Bad Parts de Dick Schwartz, de Richard Schwartz, qui est un grand psychologue. C'est lui qui a comme un peu réécrit la psychologie moderne sous l'approche du internal family system, des systèmes de famille internes. Et dans un même individu, on a plusieurs individus et on a plusieurs parties. Et dans ces parties-là, il y a l'enfant et il faut en être conscient. Et vous savez, dans mon livre Entre nous, lorsque j'ai interviewé David Livingstone Smith, qui est un expert en déshumanisation et qui rencontre des gens qui ont commis des atrocités, mais il a dit, vous savez, tous ces gens qui commettent des crimes ou des génocides, puis on n'est pas en train d'excuser le résultat de leurs actions, pas du tout. Mais il s'est rendu compte que la haine provient d'un sentiment et d'un
un vouloir, un désir de connexion profonde, de nourriture émotionnelle qui n'a jamais pris forme. Donc, cette personne avance dans la vie avec un vide. Un vide qu'il apprend ou qu'elle apprend seulement à remplir avec de la colère, de la haine, mais ça ne provient pas de juste la haine. En dessous de tout ça, il y a une histoire. Alors, si on était capable de même voir les gens qui commettent des atrocités avec un petit peu plus de compassion, pas pour excuser ce qu'ils ont fait, mais pour mieux comprendre. Si on était capable de le faire avec nos collègues au travail, notre amoureux, nos enfants, avec cette curiosité intrinsèque, avec cette ouverture, on va vers l'autre et on bouge vers l'autre avec tellement plus de tendresse. Et de, hein? Pourquoi tu es comme ça, toi? Moi, j'ai beaucoup cette tendance-là. Ça ne veut pas dire que on peut pas me faire fâcher ou me faire pleurer. Bien, non, je suis un être humain, mais j'ai plus conscience de tous ces processus. De toute façon, à partir du moment où on comprend que chaque émotion provient justement d'une situation qui gratte quelque chose chez nous, et de le comprendre, ça permet justement, moi d'ailleurs, ce que je dis à mes enfants, maintenant que j'ai compris tout ça, je m'énerve moins, mais comme vous dites, je suis humaine, il y a des jours, on est plus fatigué, on est plus irascible et on continue à s'énerver parce qu'il y a des choses qui grattent encore, mais c'est toujours intéressant de se dire, OK, là, ça gratte, pourquoi en fait? Et si telle personne, elle réagit comme ça, pourquoi? Ça permet de pouvoir mieux comprendre la personne et son histoire et accepter. Mais et puis pardonner aussi, même si parce que le pardon est quelque chose de juste indispensable à son propre bien-être, même si pardonner ne veut pas dire évidemment oublier. Je pense que pour être dans un espace à l'intérieur de soi de pardon, on doit être dans une dilatation, dans une expansion. Je ne pense pas que c'est très facile de pardonner quand on est en contraction et en alerte. Il faut reposer. Maintenant, on vit dans une société qui nous enseigne qu'on ne mérite pas le repos. Ah oui, je fais 85 heures par semaine, je travaille comme un fou, je réussis, j'ai la voiture, la meuf, tu sais, la maison. Mais c'est vide au fond. C'est vide. Ouais. C'est vide parce que c'est rapide. Le rythme de l'amour, c'est lent. Et le stress, c'est une relation dysfonctionnelle avec le moment présent. Alors, comment est-ce qu'on peut être présent si on vit trop vite? Comment est-ce qu'on peut aimer si on vit trop vite? Ça va ensemble, ça. Ça m'intéresse d'explorer davantage. C'est quoi d'ailleurs pour vous la réussite? Oh, la réussite. C'est tellement une belle question. Merci. La réussite, c'est de se connaître assez dans ses profondeurs, dans ces endroits de lumière et de noirceur, pour pouvoir avancer dans la vie et créer, peu importe que ce soit de l'art, des relations, des circonstances, des événements, librement. Donc, on n'est pas victime de ses propres rouages de personnalité. Ça, c'est une vie réussie. Je me fous que si tu ramasses les vidanges, que si tu sois un artiste ou un homme d'affaires qui fait des millions. Je pense que la réussite, c'est la réussite de s'être connu fondamentalement pour pouvoir amener cette expansion vers l'autre. Être à sa place. Oui, exact. C'est un luxe aujourd'hui, hein? Bien sûr. Alors c'est un luxe, incroyable. C'est un luxe parce que on nous a tellement fait croire que c'était pas accessible à tous, alors qu'en vrai c'est accessible à tous. C'est juste que il faut se mettre en chemin et en effet vouloir apprendre à connaître en effet sa zone d'ombre, parce que tant que notre zone d'ombre on va pas l'accepter, c'est elle qui va manger notre lumière. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important de comprendre. Bah voilà. Quand je vais pas bien, c'est ma zone d'ombre qui va prendre tout. Et du coup, je vais me comporter comme une personne qui va pas forcément être sympathique avec chacun ses défauts, parce qu'on a chacun des défauts. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, quand je suis dans ma zone de lumière, je suis bien, je me sens bien. Et donc, du coup, bah, ma zone d'ombre, elle est étouffée par ma lumière. Oui, et cette d'ombre-là, dont on parlait plus tôt, c'est la partie entre la souffrance et le traumatisme qui se replie sur elle-même. C'est la partie qui est fermée. Et la partie qui est fermée n'est pas qui on est. C'est un mécanisme de défense, ce n'est pas qui on est. Alors, d'ouvrir cette partie qui est fausse, qui nous représente faussement, qui est un mécanisme d'adaptation,
Je dirais que c'est un travail de réussite incomparable, incomparable. Et d'ailleurs, que quand on commence à ouvrir tout ça, ça ouvre des fenêtres. Et ça nous ouvre la voie aussi avec l'œil. Et on voit plus d'opportunités dans le monde. Donc, on peut aussi bâtir une réussite financière, amicale, relationnelle, qui va à l'extérieur de nous. Ça va ensemble. L'œil intérieur, s'il est fermé, mais l'œil extérieur, il est fermé aussi. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la petite Sophie de 6 ans, si vous l'aviez à côté de vous là maintenant? Ouais. Je lui dirais, tu n'as pas à t'en faire et tu n'as pas à vouloir sauver l'autre. Toi, tout simplement comme tu es, tu as déjà tout, ma chérie. Alors fais confiance à ton cœur et à la vie. Avance dans l'amour et je serai toujours là pour toi. Toujours. Tu n'es jamais seule. Tu n'es jamais seule, ma cocotte. Et qu'est-ce que vous pensez qu'elle penserait si elle vous voyait aujourd'hui avec tout le parcours que vous avez eu et tout ce qui vous attend? Aïe, 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 elle dirait, c'était tout un rodéo, hein? Et je pense, là, ça va me faire pleurer, là, mais je pense qu'elle dirait sur son rodéo, chapeau. Chapeau. T'as continué à aimer à travers tout. Il n'y en a pas eu de facile. Il y a eu des moments extraordinaires. Il y a eu des moments extrêmement difficiles. Comme dans toute vie. Mais ouais, il faut continuer à danser sur le dos du taureau. Et à s'adapter à cette vie, au son de la musique, quoi. On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. Ça a été quoi pour vous, les renoncements? Oh là! Ah oui, les plus grosses décisions amènent des renoncements. Et ça, c'est le prix à payer, comme on dit. Hein? Pour moi, d'avoir renoncé au fantasme, à la fantaisie que j'avais de mon mariage avec quelqu'un que je vais toujours aimer, mais de transformer ma relation et du prix que ça allait avoir d'être exposée pour mes enfants et tout ça, il était tellement grand que j'arrivais pas à voir comment je pourrais faire ça. J'ai écouté mon intuition de femme et j'en ai pleuré. Oh mon Dieu. J'en pleure encore. J'essaie de me débarrasser de la culpabilité et de me tenir droite dans mon intégrité et dans ce concept de relation qui nous est inculqué, qui est excessivement immature. Et l'idée de posséder l'autre nous fait faire des trucs qui nous font mal, qui sont peut-être pas nécessaires. On ne possède personne. Et le mariage nous donne cette idée de posséder l'autre. Donc, quand on aime quelqu'un et qu'on comprend que on a besoin de se transformer, chacun sur notre chemin, on doit aller chercher la maturité et l'amour et la compassion de le laisser aller libre ou la laisser aller libre. Ça fait mal. Parce que tout ce qu'on pensait connaître et notre noyau de sécurité émotionnelle bouge, se transforme. C'est alertant. Alors, je dirais que oui, dans les plus grandes décisions de vie, ça vient avec un renoncement immense, mais c'est le chemin de l'adulte et de la maturité de l'adulte. Et j'espère qu'on peut outiller les adultes et les jeunes à pouvoir de plus en plus prendre des décisions comme ça. Pas pour dire, il faut briser les familles et tout ça. Non, non, non. Mais à prendre des décisions avec intégrité pour le bien-être de soi et de l'autre. Oui, j'avais la discussion avec un ami hier qui est séparé, mais pas vraiment. Enfin, c'est entre deux. Et je lui disais, tu sais, parce que je lui dis évidemment que une séparation, un divorce, c'est un traumatisme pour chaque parent, mais aussi pour les enfants. Mais je lui disais, tu sais, si tes enfants, ils te voient cohabiter avec ta femme et que vous pouvez plus vous encadrer, quelle image tu donnes aussi à tes enfants? Donc c'est en effet, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie d'offrir comme modèle à mes enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que ma psy me disait au moment de la séparation, c'est de chaque chose, faites une leçon de vie à vos enfants. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils apprennent de telle situation? Oui, vous me faites penser, là. Ouais, c'est grand. Ça dépend de leur âge aussi, hein. C'est difficile. S'ils sont plus petits, c'est plus, tu sais, je pense qu'à chaque âge, difficile. les miens, enfin, moi, j'ai mes enfants, ils ont 10 ans et 13 ans. Et finalement, Okay. on peut vraiment
Enfin voilà, typiquement un jour mon fils me dit mais maman, moi c'est pas la vie que j'ai choisie. Je lui dis tu sais moi chaton, moi non plus c'est pas la vie que Moi j'ai non choisie. plus. Ouais. C'est pas voilà, on s'est mariés au bout de 14 ans de relation et on a divorcé 3 ans après. C'était pas ça ce que j'avais décidé et on parlait des clins d'œil de la vie. J'ai divorcé le jour des 50 ans de mariage de mes parents. Donc ça ne s'invente pas. Et je lui dis mais en fait c'était pas mon choix, mais en fait on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Comment on apprend à devenir des meilleures personnes, à être plus adaptable dans des situations et voilà, on n'a pas le choix. Donc, comment on fait pour pouvoir rebondir avec ça? Moi, je pense qu'on a une responsabilité quand on a connu un amour, de protéger l'histoire et l'historique de l'amour. La manière dont on démarre une relation devrait ressembler aussi à la manière dont on quitte une relation. Je pense que on a tellement peur de continuer à aimer quand l'autre ne nous appartient pas. Mais ça prend deux individus qui sont prêts à nourrir ce lien. Et c'est là où la crise arrive. C'est quand il y en a une qui est prête à mettre de l'eau plus dans son vin ou de dire, écoute, mangeons ensemble 2 fois par semaine. On est capable de montrer aux enfants que deux individus qui sont plus en relation romantique sont encore amis. Et notre famille, c'est ça. Il n'y en aura pas d'autres familles, là. Ça va être recomposé, mais tu es le papa de mes enfants. Alors, je pense qu'il y a vraiment moyen de créer une synergie. Si les gens ont besoin d'aide avec un thérapeute ou un psychologue ou un ami qui est neutre, c'est vraiment important pour que les gens se sentent pas menacés parce qu'on vit tellement dans une société qui nous dicte à quel point, à quoi devrait ressembler une séparation. Si tu lis en lisant les papiers d'une séparation, c'est atroce. C'est du drame, c'est de la division, c'est affreux. Alors, si c'est ça qui représente la séparation, mais où est notre espace pour créer un scénario qui ressemble davantage à ce que nous, on veut, pas ce que la société dicte ou ce qu'on voit sur le papier? Ouais, d'ailleurs, on voit de plus en plus des couples qui se remettent ensemble et chacun vit dans son appartement. Et en effet, Ouais. c'est vraiment se dire, je pense que le vrai sujet, c'est parce que toutes les circonstances de séparation sont différentes, mais c'est de se dire, moi, avec quoi je suis à l'aise. Et je me rappelle en avoir discuté, du coup, notamment avec des psys qui m'ont dit, écoute, Charlotte, si toi, t'es à l'aise avec ça, tes enfants, ils seront bien. Vraiment, c'est de se dire, bah voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est de se mettre le max à oxygène à soi en premier, parce que si on est bien, si on est en accord avec notre façon d'agir, eh bien, nos enfants seront bien. Oui, je pense qu'ils se nourrissent de notre intégrité, de notre cohérence. Ça ne s'invente pas et quand c'est faux, les gens le ressentent. C'est ça. Alors, je suis bien d'accord avec vous. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Oui. Mais c'est un travail colossal, hein? Oui, ah oui, on est d'accord. Quelles ont été vos plus grandes peurs dans la vie? Moi, mon refuge, c'est le doute. Alors, je dirais de douter de mon talent, de douter de ma situation, de douter de est-ce que je peux sauver mes parents et leurs relations, de douter de ma valeur parce que j'ai pas été capable. Pour moi, mon refuge, ça a été le doute. Alors, je dirais que le doute et la peur vont ensemble, hein? Mais mes plus grandes peurs, je suis quelqu'un de très courageux. Je suis très courageuse. J'essaie beaucoup de trucs, que ce soit, tu sais, physiquement, mon père m'a entraînée à être très courageuse. Quand je skie, je vais à des limites, des vitesses effrayantes. Je suis très intrépide quand ça vient au mouvement puis au sport. Et je pense que je suis une courageuse dans l'âme aussi, de par si je regarde mes décisions là à distance depuis les dernières années. Mais le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. Alors, les peurs sont nécessaires. C'est ce qu'on fait avec qui fait toute la différence. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé recevoir et que du coup vous aimeriez donner aujourd'hui? Je l'ai reçu, mais je l'ai ignoré. Mon père, qui était rapide dans la vie, qui vif d'esprit, vif de corps et tout ça. Mais lui me disait souvent, Sophie, en bon québécois, arrête de courir, tu te retardes. Et je levais les yeux au ciel puis je disais, mais qui me veut quoi, lui? Et là, aujourd'hui, je comprends. Parce que pour aller en expansion, en dilatation, en repos, pour être en symbiose avec notre intuition et de prendre les meilleures décisions possibles, il faut ralentir. Se reposer. Et le langage de l'amour, quand on parle à un enfant de 4 ans pour le rassurer,
On lui dit pas, ah, mais mon pauvre petit, tout va bien aller. On lui dit, ah, mon coco, ça va. On ralentit le débit de la voix. C'est la même chose avec l'adulte. L'adulte a le même besoin. Quand vous êtes dans une relation amoureuse ou avec un enfant, si vous voulez régler un problème, chacun parle à son tour. On ne n'interrompt pas quelqu'un qui parle durant un conflit. Moi, j'ai tendance à le faire en passant, là. Et je me vois, je dis, yep, tais-toi, retiens un peu. Et là, je fais mes respirations, même si ce que l'autre dit me frustre et vient me chercher, me dire, non, attends, repose ton corps, repose ta respiration, tout va bien aller. Et là, on dirait que avec le repos, le langage de l'amour peut s'exprimer plus librement. Mm. Et le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Mais je pense que ça va avec ça. Mais le meilleur conseil, de me faire confiance, de me faire confiance à moi. C'est simple, mais c'est pas simple à développer. Mm. Parce Bien. qu'il faut mettre de côté tellement de balises du monde. J'ai encore 2 questions avant qu'on se quitte. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à partager avec nous? Alors moi, évidemment, je recommande à tout le monde de lire votre livre Entre nous, qui est vraiment une pépite parce que on en découvre encore plus sur vous, sur votre histoire et puis sur tous les conseils de ces grands spécialistes. Vous avez vraiment réussi à expliquer les choses de façon claire, simple et ça fait vraiment grandir sur tous les sujets de la santé mentale. Donc, lire votre livre. Mais est-ce que vous avez un autre livre à nous recommander? Ah, mais j'en aurais tellement. Je veux dire, fiction ou non-fiction? Ce que vous voulez. Wow. Mais moi, j'ai toujours un petit peu de poésie à côté de mon livre. Ça me fait retomber en amour avec la vie. Ça me donne un peu de perspective. J'ai des livres d'Amin Malouf, Les identités meurtrières. J'ai du Christian Bobin, La folle allure. Moi, je dirais vraiment d'aller vers des lectures où on porte une perspective envers la vie. Ce sont celles qui me nourrissent le plus. J'adore les biographies, j'adore apprendre sur les gens, mais je dirais que ça nous aide à développer une perspective. D'ailleurs, il y a un poète écossais, je pense, ou irlandais, qui s'appelle David Whyte, Whyte, et bon, sa poésie est traduite en français, là, qui dit que l'innocence, c'est la capacité d'un individu de se faire trouver par le monde. L'innocence, c'est la capacité d'un individu de se faire trouver par le monde. Quand un enfant vient au monde, son innocence naturelle fait que cet enfant-là trouve, on l'espère, une maison dans son environnement, dans cette nature, dans cette vie. Et on grandit et on apprend et on se sent de plus en plus détaché de cette maison-là. On sent que peut-être on a moins d'objectifs ou de sens d'appartenance au monde. Mais au fond, à travers tout l'âge adulte, on recherche cette même innocence et on la retrouve. Et je peux vous dire aujourd'hui que moi, à 50 ans, je retrouve cette innocence et je la chéris comme l'enfant qui est encore en moi. Rajouterai juste une petite question pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure. De quoi vous êtes la plus fière aujourd'hui pour que vous puissiez le célébrer? De quoi je suis la plus fière aujourd'hui? Ben, c'est sûr que mes 3 enfants me viennent en tête tout de suite, là. Mes amours, je veux dire, je peux pas les aimer plus grands, plus forts, plus creux. Je dois aussi apprendre à les laisser aller. Je pense que mon autre plus grande réussite, c'est d'avoir vécu avec de la cohérence et de l'intégrité. Ça, je le regretterai jamais. Ça est venu à un grand prix, mais j'espère continuer sur cette voie. On vous le souhaite, parce que vous êtes un magnifique Merci. exemple. Merci beaucoup. À qui avez-vous envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? C'est très émotionnel. Je veux dire merci à quelqu'un qui m'a aussi beaucoup fait souffrir dans ma vie, et c'est mon papa qui est parti maintenant. Je veux le remercier pour les grandes leçons qu'il m'a données et qu'il m'a transmises sans que je m'en rende compte. Et maintenant qu'il est parti, je les ressens plus profondément.
Et je veux le remercier, mon papa Jean. Merci, papa. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on le rappelle, votre livre, donc c'est Entre nous. Si vous voulez suivre la suite de Sophie, c'est le site sophiegrégoire-trudeau.com. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Ah ben, j'ai un infolettre qui est super, que je compose moi-même avec des chansons, de la musique, des recettes et beaucoup de trucs pour améliorer notre santé mentale et physique. Et c'est sur sophiegrégoire-trudeau.com. On peut me suivre sur Instagram et sur Facebook aussi. Et j'ai beaucoup de projets. Je suis en train d'écrire mon documentaire en une série, mon livre en une série documentaire. Ah, génial. Et je pense peut-être aussi travailler sur un balado. Alors, oui, justement, c'est ce que je me disais. Ça serait super d'avoir ça en podcast. Moi, je vous ai écouté en voiture. Pour la petite anecdote, je vous ai écouté en voiture parce que j'ai accompli un événement pour moi. C'est que j'ai acheté pour la première fois de ma vie une voiture. Parce que quand, du coup, on divorce, il y a des choses qu'on n'a jamais fait toute seule. Et donc, je suis allée acheter une voiture. Et donc, je me suis fait un aller-retour à Lyon, donc à 3 heures de Marseille, là où je vis aujourd'hui. Et ma voiture est tombée en panne après avoir ramené la nouvelle voiture. Donc, la voiture était toute neuve et est tombée en panne. Donc, un petit clin d'œil de la vie. Et vous étiez avec moi pendant tout le long. Donc voilà. J'adore. J'espère que vous vous sentiez bien accompagnée. J'étais très bien accompagnée. Encore mieux quand je suis arrivée à la maison. Je vous donne une primaire. On a gagné, on est sur la liste de meilleurs sur Audible 2024 pour la version enregistrée. J'ai passé 70 heures en studio, en anglais et en français. Et on entend même mes enfants à un moment donné. Je sais pas si vous l'avez décelé. Non, j'ai pas entendu. Alors après, avec le bruit de la voiture, j'ai pas entendu. Mais pour tout vous dire, j'ai téléchargé Audible que pour écouter votre livre. Parce que je me suis dit, j'ai ce temps en voiture. J'avais écouté vos épisodes sur Métamorphose et de celui avec Pauline. Et je me suis dit, bon, allez, j'ai 6 heures de route. J'ai envie d'en savoir plus sur vous. Eh bien, à vous, Charlotte, et à tous ceux et celles qui nous ont écoutés, je n'ai pas peur de le dire, je vous aime, chers alliés, et j'espère qu'un jour on se rencontrera sur le chemin de la vie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Tout le meilleur à vous. Au revoir. Merci. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»